Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La Syrie française, des paris à gagner. La Syrie française à la limite de la crise? Les scieries françaises se battent pour partager la place en matière de production et de distribution de leurs produits. Dans le secteur des résineux, la concurrence vient d'Autriche et d'Allemagne, tandis que dans celui des feuillus, les pays de l'Est menacent un secteur très fragile. Les produits sont peu valorisés par la vente car ils subissent le leadership de la grande distribution qui impose ses règles et ses prix. À un moment de récession économique, où beaucoup de scieries sont menacées, comment s'en sortir sans brader et sans mettre en péril le devenir de l'entreprise? Diversité des scieries à la française. Les scieries nationales transforment la ressource locale avec une diversité de structures à la française, régentée par un individualisme forcené de ses dirigeants sur les affaires commerciales. Le secteur a un savoir-faire indéniable, des produits spécifiques et traditionnels ainsi que des produits standardisés qui se sont normalisés dans le concert européen. Une pratique d'experts, à la fois souple et pointue, et la proximité de la ressource assurent une réactivité remarquable. Les scieries essentiellement familiales sont nombreuses mais petites au regard de leurs voisines nordiques, allemandes, autrichiennes. Leur taille joue en leur défaveur au niveau de la compétitivité. Un handicap supplémentaire se greffe. Leurs dirigeants ont un manque cruel de compétences en marketing. Au fond d'eux, ces dirigeants sieurs sont encore des techniciens, hommes de métier qui ne se sont jamais vraiment détachés d'un passé agricole qui les lie à la terre et à la forêt. Gagner le pari de la vente, le prochain défi des sieurs français. Le pari de la production. Le premier pari gagné par les quelques 10 000 scieries de l'après-guerre et de la reconstruction du pays a été celui de la production. Cette production aussi variée que hétéroclite, chaque région avait ses sections et ses produits propres, s'est achevée par le record volumétrique des 10 millions de mètres cubes de 1973 qui devait sceller à jamais la fin des 30 glorieuses, le plein emploi et les plus de 500 000 logements construits cette année-là. Le pari de la modernisation et de la standardisation. Le deuxième pari gagné par les 5000 scieries des années 1980 est celui de la modernisation encouragée par les pouvoirs publics et l'outil financeur FFN. C'est aussi la massification de la production, accolée à la standardisation des produits voulus pour faciliter les échanges à l'exportation. Un triplement de la production par salarié qui est passé de 180 mètres cubes par an à plus 600 mètres cubes en 2001, mais aussi une perte sèche de près des 2/3 des emplois. Le pari de la normalisation et de la revalorisation. Le troisième pari enclenché dans les années 1990 est en passe d'être gagné. Il s'agit de l'ennoblissement des sciages normalisés par le séchage, le rabotage, le traitement, profilage pour répondre aux normes et s'adapter à un marché qui souhaite de plus en plus des produits élaborés, s'adaptant facilement dans les process de seconde transformation. Le pari de la diversification. Il s'enclenche peu à peu depuis 2000. C'est celui de la diversification des produits et une recherche de valeur ajoutée par le biais du collage, bois massif reconstitué, panotage, par une mise en œuvre spécifique, habitat léger de loisirs, mobilier, chalet, ou encore par la recherche d'une niche, poutre équarrie conique, poutre sciée sur un face. Le pari de la vente. C'est celui lancé aujourd'hui afin de reprendre des parts de marché à la grande distribution et de regagner une place de partenaire privilégié auprès des particuliers et des professionnels. L'enjeu est de taille. La logique de producteur doit s'associer à celle de vendeur du matériau bois sous toutes ses formes. Une logique qui consiste à faire construire, aménager et rénover en pensant au bois et à apporter des services, livraison, aide à l'autoconstruction, taille de charpente, pose. Limite de crise? Elles sont 2500 scieries en France aujourd'hui, combien seront-elles dans 5 ans, dans 10 ans? Typologie des scieries selon SCEES et FNB. Sûrement le milieu se sera encore concentré dans les secteurs des petites et moyennes scieries comme cela se produit depuis 50 ans au fil des crises. 1973, le premier choc pétrolier, 1993 la crise de l'immobilier, 1982 et 1999 années des tempêtes et des chablis. Plus producteur que vendeur, le maillon entre forêt et matériaux bois est à la limite de la crise.
La concentration des négociants qui portent et surtout qui écoulent, un marché de volume, tire les entreprises leaders vers une course sans fin au prix bas. Ce fait ne revalorise ni le savoir-faire, ni l'implication de la ressource humaine. Le système use les acteurs et leurs capitaux, plus qu'il ne les dynamise. À plus ou moyen terme, le ras-le-bol pourrait démembrer un arbre au tronc apparemment solide. Pour combien de temps encore ? Cette stratégie défensive n'est pas du meilleur aloi. Mais comment être offensif lorsque l'on part dispersé à la bataille avec un tempérament résolument individualiste et un comportement opportuniste hérité des marchands de bois, focalisé sur l'approvisionnement ? À leur corps défendant, et tant que les approvisionnements ne seront pas maîtrisés autrement que par un jeu de dupes d'une autre époque, peut-être que résolument les sieurs regarderont l'aval avec plus de sérénité. Ouvrir des voies. Si ce n'est pas rassurant de voir partir les confrères, c'est plutôt motivant pour ceux qui veulent perdurer car cela les oblige à pousser des portes et à aller voir ailleurs que dans l'habituel réseau de clientèle. Un réseau acquis sur une typologie de produits et de services, mais fragile. Cependant, il y a d'autres voies qu'il faut aller découvrir, prospecter, essayer. Par exemple, l'exportation et la vente de produits spécifiques comme pour les sièges de Douglas au Japon. La recherche-développement est là pour appuyer les études de marché. Le CTBA, la FNB et les organismes interprofessionnels sont au service de la profession, mais encore faut-il les solliciter, car si on ne va pas vers eux avec une demande précise, ce ne seront pas eux qui viendront proposer la recette miracle au développement de l'entreprise. Le rouleau compresseur de la concurrence avance lentement, mais sûrement. Produire plus n'est pas forcément la meilleure solution, même si on veut davantage exploiter le bois, car cela accentue encore la massification et la faible rémunération. Produire plus vite selon le précepte du juste à temps, en maintenant la qualité évidemment, mais surtout produire autrement en apportant la diversité, avec des essences à forte image ajoutée. L'innovation avec du bois séché, profilé, collé. Le service avec de la vente directe, de la livraison. Le conseil, un client heureux est un client acquis. L'engagement devra être total. La politique d'un pas en avant et de deux en arrière selon les situations ne peut plus fonctionner. Une logique de COMPLE, MENTARITE. Le grand virage sera d'entrer dans une logique de complémentarité, en s'alliant avec des gens qui veulent sortir des chemins de la grande distribution et des produits standardisés pour s'engager sur des chemins de traverse peu connus. Par exemple, une brèche s'ouvre avec l'insatisfaction des clients des grandes surfaces du bricolage, GSB, qui commencent à comprendre qu'ils sont mal servis et surtout qu'ils se font assommer en matière de prix. Par rapport à ce constat, que pourraient faire les scieries pour capter leur attention ? Un autre exemple, la maison ossature bois, MOB, attire de plus en plus de Français, mais utilise beaucoup de bois du Nord, donc d'importation au détriment du bois de pays. Sans parler du séchage artificiel qui n'est pratiqué que par seulement 20% des scieurs de résineux, alors qu'en 2005 ces derniers devront vendre des sciages à l'humidité préconisés par le document technique unifié, DTU, et avec marquage CE. Encore des opportunités d'affaires laissées aux bois d'importation qui, eux, sont séchés majoritairement. D'autres exemples pourraient être cités pour imager ce manque de combativité et surtout de cohésion professionnelle. De quoi se plaint-on ? D'un manque de marge. Mais a-t-on cherché vraiment d'autres voies de développement qui s'ouvrent en dehors de la production stricto sensu ? Le terroir est plus que jamais porteur d'une nouvelle dynamique valorisant le côté écologique, économique et social du bois. S'allier pour être plus fort. Pour l'instant, s'allier pour être plus fort sur le principe de la mutualisation de compétences est encore un concept flou pour les praticiens qui se demandent ce que sera leur entreprise dans un tel système coopératif. Certains, plus audacieux que les autres, ont déjà franchi le pas en associant leurs compétences dans la création en réseau. De groupements d'achat et de vente, d'achat et d'utilisation partagée d'un matériel de production, d'une association avec un deuxième transformateur, de groupements de commercialisation. Les incertitudes demeurent chez le sceptique qui constate que les choses bougent mais sans vouloir vraiment prendre part à la réflexion et surtout, à la dynamique de changement.
S'il entre dans le jeu, il se demande ce que deviendra son entreprise dans tout cela. Sera-t-il pris en otage dans un système où le collectif impose ses règles? Aura-t-il la capacité de renoncement? Dans le cas d'une association avec un plus gros que lui, ne pactisera-t-il pas avec le diable qui le mangera si l'opportunité se présente? En tout état de cause, dans un métier à faible rentabilité comme la scierie, l'immobilisme pourrait être fatal. L'avenir ne sera-t-il pas de sortir d'une logique de production peu valorisée? Il reste encore du chemin à faire dans le climat d'incertitude actuel, mais formuler les inquiétudes et ouvrir des pistes d'investigation, n'est-ce pas déjà entrer dans une logique de résolution de problèmes? DEUXIEME partie. Entre forêt et transformation, de multiples enjeux territoriaux. Le bois au cœur des enjeux du DEVELOPPEMENT rural. Trop de verrous bloquent le développement de la coopération entre les propriétaires de bois et les scieurs. Les déverrouiller, c'est connaître les problématiques de chacun et ainsi construire ensemble des stratégies d'action. L'incompréhension entre détenteurs de la ressource, les propriétaires forestiers privés et publics, et transformateurs, les scieurs, est trop souvent source de conflits, un frein à leur développement respectif. Vouloir comprendre les préoccupations des uns et des autres est incontournable pour lever les blocages et pour tenter de dessiner de nouvelles perspectives de développement pour une coopération plus forte entre les deux partenaires pivots de l'amont de la filière bois. Deux mondes qui s'ignorent. Alors que les 30 Glorieuses portaient un monde nouveau, la consommation de masse, les campagnes subissaient l'exode rural et la fuite de leurs paysans vers les usines ou les bureaux de la cité. En même temps, les terres sans bras pour les travailler se sont arborées dopées par le FFN. On est passé au sortir de la guerre de 11 millions d'hectares à 15 millions d'hectares 5 décennies plus tard, soit 28% du territoire. Une ressource florissante absorbée par des scieries qui, elles aussi, ont vécu leur désertification passant de près de 15 000 unités artisanales en 1945 à 2400 aujourd'hui. La proximité avec la ressource permet à ces scieries de travailler avec beaucoup de souplesse une forêt morcelée. La scierie et la forêt sont deux mondes qui historiquement se côtoient mais qui dans la réalité s'ignorent. Ce problème récurrent est le point clé de l'avenir des scieries car l'approvisionnement sécurise l'entreprise dans sa décision d'investir et commande donc à la fois la croissance, la structuration du secteur et sa capacité d'opérer sur les marchés. Pourquoi l'incompréhension? Une des causes de l'incompréhension est le morcellement de la propriété forestière détenue par quelques 3 500 000 propriétaires privés, et quelques 11 000 communes ainsi que l'État qui possède quelques 1510 forêts. Cette multiplicité de propriétaires difficiles à cerner rend les rapports commerciaux conflictuels, lorsque l'on additionne l'intérêt propre à chaque partie. Cette césure historique entre propriétaires et mobilisateurs des bois pour la transformation affaiblit la conscience des enjeux et la volonté d'y répondre. Un problème que ne rencontrent pas les industriels du bois concurrents suédois ou canadiens qui n'ont pas à supporter le prix du patrimoine, leurs vendeurs et l'État qui possèdent 80% de la surface forestière. L'intégration industrielle et financière est de ce fait plus facile. En France, les propriétaires privés, mais aussi les communes dans une moindre mesure car la population se renouvelle, sont détenteurs d'une ressource à laquelle ils sont attachés sentimentalement par l'histoire, la leur et celle de leurs ancêtres. Les autres, les utilisateurs scieurs, sont des transformateurs qui doivent proposer au final un produit marchand qu'il faut préserver des agents destructeurs, calibrés aux exigences de la clientèle. Incompatibilité, certainement pas, mais sûrement et souvent des rendez-vous d'affaires ratés. À quoi est-ce dû? À deux logiques de production différentes, l'une axée sur le vivant et la lenteur de la croissance du bois pour les détenteurs de la ressource, et l'autre tournée vers l'industrie et la course à la productivité pour les transformateurs? À la difficulté d'interpréter les desiderata d'une multitude de propriétaires sociologiquement différents et éparpillés sur une surface équivalente à 27% du territoire? À la quasi-absence chez les propriétaires, producteurs de bois de connaissances sur les réalités économiques, technologiques et commerciales de la scierie? Au fait que les vendeurs sont avant tout des propriétaires de forêts, et non des producteurs de bois?
Au peu d'informations économiques recherchées par les vendeurs sur les fluctuations des cours de la matière première, qui peut se modifier en quelques semaines, voire en quelques jours, comme nous avons pu le constater au lendemain de la tempête de 1999. À l'histoire socio-professionnelle des scieries qui jusqu'à présent fonctionnaient sur le charisme du tout-puissant marchand de bois, qui préférait se dissimuler derrière le précepte, pour vivre bien, vivons cachés. Aux transactions commerciales faites dans le secret de la vente de gré à gré ou encore dans le stress des ventes publiques, où les prix de retrait sont décalés avec les évolutions rapides et fluctuantes des marchés du bois, sans parler des transactions en sous-main des articles invendus dans les semaines qui suivent. Sûrement un peu de tout cela résume le fait que deux mondes se fréquentent par la force des choses mais ne se comprennent pas, faute de dialogue constructif. Alors, le climat se dégradant, on assiste parfois à des querelles d'un autre âge opposant vendeurs et acheteurs. Les ventes sont boycottées. Lorsque l'on se réconcilie, on parle même d'armistice. Les gens du bois sont-ils en guerre contre eux-mêmes? Triste constat vu de l'extérieur. Il nourrit un conflit malsain par méconnaissance économique, avec en toile de fond des dérapages dangereux aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Tout et son contraire se disent sur les seuls jugements de valeur de ce qui est visible, pour ne citer que les principaux. Les coupes entrepris agitant la forêt, les volumes de bois passés dans la scierie, les grosses sommes d'argent en jeu, et non sur les réalités économiques du commerce du bois. Ce sont les non-dits qui minent la profession ainsi que l'absence de lien durable et constructif entre détenteurs et transformateurs. L'entreprise Forêt-Bois ne cesse de marquer des buts contre son camp au lieu d'ouvrir sa pratique, et de mettre en place des moyens facilitateurs de développement. Lorsque l'on aura mis en adéquation une offre et une demande compétitive et surtout pérenne, alors on pourra parler de travail en filière. La solidarité dans l'économie du bois n'est pas une valeur, c'est un fait qui aujourd'hui joue négativement. On observe un blocage plus souvent qu'un entraînement mutuel, et cela est déplorable. Enjeu du développement territorial, par le bois. En matière de développement, les spécialistes commencent toujours par cette question: comment regarder autrement ce qui est nommé handicap? On vient de le voir, les handicaps sont nombreux freinant la mise en place des jeux d'alliance entre détenteurs et transformateurs de la ressource. Quelles sont les richesses physiques et humaines, matérielles et immatérielles, et surtout comment valoriser ces différences? En d'autres termes, inventer le futur à partir du présent et rompre avec les habitudes du passé. C'est-à-dire relever un défi que le groupe Forêt-Bois se donnerait à l'échelle de son territoire local et national. Ce projet pourrait s'inscrire dans un changement lent mais en profondeur des mentalités de producteurs de quantité à des mentalités de vendeurs de services rares et par conséquent à forte valeur ajoutée. Un mode de raisonnement à acquérir pour renouer des liens entre propriétaires et transformateurs permettant d'ouvrir, puis de nourrir de nouvelles relations avec les utilisateurs. Professionnels du bois, négoces, grande distribution, particuliers et collectivités. Plus que des relations commerciales, ce seront des relations durables, où le financement de la promotion du bois sera partagé autour de programmes qui en feront des associés. Ensemble, ils permettront à la nature de rendre davantage et susciteront un désir plus grand chez nos contemporains d'utiliser du bois avec enfin un élan étatique que les acteurs de la filière attendent. La loi sur l'air qui contraindrait à l'emploi d'un certain pourcentage de bois dans les bâtiments publics. La forêt doit être à côté de l'agriculture, l'élément vigoureux soutenant le monde rural qui ne veut pas devenir un désert vert à la solde du contribuable qui vient s'y promener le dimanche. L'activité forestière trop souvent présentée comme un complément pour l'agriculture, prend l'aspect d'une culture de substitution, bien utile à la société rurale où le monde paysan s'efface inexorablement. L'enjeu central sera de trouver les bons compromis qui servent non quelques intérêts particuliers, mais ceux de tous, prenant en compte la globalité du monde forêt-bois. Unir les forces est la mission des représentations professionnelles, des propriétaires forestiers, des exploitants et des scieurs. À la clé, il y a non seulement la richesse créée par l'activité, mais aussi et surtout l'emploi qu'il faut maintenir. 300 mètres cubes prélevés, soit l'équivalent de la coupe finale de 1 à 2 hectares, procurent un emploi pendant 1 an. Recruter des compétences. Quel que soit le secteur d'activité,
propriétaires producteurs et transformateurs doivent toujours être exigeants sur la qualité de leurs produits et sur la revalorisation des métiers. C'est certainement sur ce dernier point où la vigilance s'est montrée faible que se posera bientôt le problème le plus crucial, le recrutement des compétences pour exploiter la matière première et pour la transformer. Les centres de formation et les organismes professionnels doivent mesurer d'urgence et avec pragmatisme cet enjeu. La marée écologiste qui, durant les 2 dernières décennies, a poussé une multitude de jeunes dans les écoles forestières, s'est retirée et a rendu visible la réalité des métiers de l'amont. Des métiers passionnants, qui ont beaucoup évolué certes, mais qui ont mauvaise presse comme l'ensemble des métiers manuels à forte pénibilité. Redorer l'image des métiers, mais sans être des marchands d'illusions, sylviculteurs, bûcherons, débardeurs et scieurs, passe par l'information et la revalorisation financière. L'enjeu est de taille pour les années à venir. En effet, on a trop tendance à l'oublier, mais entre la ressource et la vente des produits sciés, il y a la mobilisation et la transformation du bois qui sont des métiers très techniques, d'où la nécessité d'avoir des têtes bien faites et de solides professionnels. Les ventes toujours et encore des PROBLEMES. Rapport affectif pour les uns, rapport financier et industriel pour les autres. Difficile de faire cohabiter des vendeurs et des acheteurs aux stratégies aussi opposées. Et pourtant les ventes continuent. Des progrès fulgurants en foresterie et en scierie. Aujourd'hui, forestiers et scieurs possèdent des outils ultra sophistiqués, conversent avec téléphone portable et utilisent des outils électroniques sur leurs machines et commercent en ligne avec des clients à l'autre bout de la planète, en Chine, au Japon. En 50 ans, quel bond pour l'exploitation et la transformation du bois. En l'espace d'une génération et demie, on est passé du passe-partout et des bœufs à la machine à abattre et du moulin à la scie au débit robotisé. De l'image bucolique d'antan, repliée sur la fierté de ses traditions, les avancées foudroyantes de l'information et des nouvelles technologies ont tout accéléré. On est passé d'une logique de la lenteur où l'on avait presque le temps de voir pousser les arbres, et où on les couchait en bonne lune, à une logique de la précipitation où il faut aller toujours plus vite pour rester dans le coup. C'est-à-dire amortir les frais fixes, s'assurer les commandes et servir les clients. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.